Bonjour chers amis, nous sommes très fiers dans l'émission Préparer le futur africain pour éviter le devoir du passé, de parler de tous les problèmes pour trouver les meilleures solutions. Aujourd'hui, nous saluons d'abord le village de Fouala en Guinée-Conakry. Fouala est un très beau village qui s'assume. Fouala est un village qui a toujours fait honneur à la sous-région. Fouala n'est pas loin de Senko, Fouala n'est pas loin de Michiboro, Fouala n'est pas loin non plus de Bouekessédougou, de Belekoro, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, Laetitia et moi, de recevoir une très grande dame, Madame Kourouma, reine de Fouala, qui représente l'association des jeunes de Fouala pour avancer. Madame Kourouma, nous sommes heureux de vous saluer. Et nous sommes un grand frère Belekoro. Très bien. Alors, elle est accompagnée par l'un des docteurs qui a fait ses preuves aussi bien en Guinée qu'en France. Actuellement, il est basé en Belgique, à Bruxelles particulièrement. Et je dis que si vous allez un jour à Bruxelles et que vous tombez malade, vous allez voir le docteur Cissé. Ouais. Docteur Cissé, nous sommes très heureux de vous saluer. Bonjour. Bonjour. Et puis, ils sont accompagnés, bien sûr, par le jeune Condé. C'est bien le Condé, hein? Condé Youssouf. Condé est un garçon qui a toujours été au service de Fouala, ce qui est très bien pour lui. En plus, c'est un garçon, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas changé. Il est resté fidèle à son village, mais aussi à ce que j'appelle à la ville d'accueil où il se trouve actuellement. C'est un garçon qui est un bel exemple. C'est-à-dire, il sait s'intégrer quand il le faut. Bonjour, M. Condé. Bonjour. Alors, c'est un débat. D'abord, bonjour, Moya Fola. Nous saluons Conakry. Nous saluons Beila. Nous saluons Bola. Anisoma. Aujourd'hui, moi, je suis débat avec à la fois Madame Kourouma et M. Condé. Et M. Sissoko, il ne faut pas que je mélange les pédales. M. Cissé, nous allons poser la première question à Mme Awa Kourouma. Madame Awa Kourouma, votre association représente quoi? Les femmes qui, évidemment, font briller, voilà, un peu comme vous l'êtes actuellement, vous brillez sur le plateau. Merci, grand Que frère. représente votre association? Ah, grand frère, né Adam Nafono, moi, Fouala Kangbelema. Moi, Fouala, association Moussou Walade, à Fouala, les représenter là, Fouala Kungango Winya Bokolo. Moussou, Moubono, Mobe Meria Keleneka. Alors, je disais que l'association des femmes de Fouala, dont je suis la présidente, et je l'ai été même en Guinée depuis une vingtaine d'années, de la mise du soubassement de notre mosquée en 1994 jusqu'à l'inauguration en 2012. J'étais la présidente des femmes de Fouala à Conakry. Nous œuvrons pour la prospérité de Fouala. Nous œuvrons pour lutter contre la pauvreté à Fouala. Nous œuvrons pour le développement en général de Fouala. Donc, si je suis là ce matin et que vous me posez cette question, c'est par ces quelques phrases que je peux englober. Madame, c'est une très bonne réponse. Docteur, oui. Vous voyez que nos villages ont besoin de bras et de cerveau. Tout à fait. J'ai cru apprendre que non seulement la jeunesse de Fouala est en train de désherber la route. C'est-à-dire que la route qui va de Fouala à Senko, les jeunes font tout pour désherber et mettre le pont qu'il faut afin que la circulation se fasse très bien. Alors vous, en tant que médecin et en tant que représentant aussi des gens de Fouala à Bruxelles, alors qu'en pensez-vous et que faites-vous exactement? Merci pour la question. Et je commence d'abord à remercier tous les ressortissants de Fouala à travers le monde parce que nous avons quand même réussi à mettre en place une sorte de comité de coordination qui a permis de réaliser les travaux dont vous faites part actuellement, notamment le reprofilage de la route Senko-Fouala. C'est une route de 15 km plus ou moins. Écoute, il a fallu une organisation
pour pouvoir effectuer tous ces travaux. Et c'est vraiment un travail qui a été effectué par tous les ressortissants des États-Unis, d'Europe, d'Australie, d'Afrique. Et nous avons mis en place cette coordination qui a piloté pratiquement tous les travaux et nous sommes pratiquement à la fin de ces travaux. Et je remercie alors surtout l'association que je représente ici, qui est l'association des ressortissants de Fouala en Europe, dont le président s'appelle M. Fofana Ablaye. Je suis le vice-président. Docteur, très bonne entrée. C'est dit avec pédagogie. Maintenant, jeune Condé, c'est très bien que vous soyez là. Oui, parce que désherber les routes de Fouala à Cinco, il faut beaucoup de jeunes comme vous. Oui. Alors, vous, Condé, d'abord, vous êtes un excellent Condé par rapport à d'autres Condés. C'est beaucoup plus productif que certains Condés que nous connaissons. Honnêtement, en tant que jeune de cette association, de la diaspora ici, en France et en Europe, qu'est-ce que vous faites exactement et qu'est-ce que vous représentez? Je remercie Africa One pour leur invitation. Concernant le sujet de Fouala, moi, je ne suis pas de Fouala, c'est ma mère qui est de Fouala, mais Fouala, c'est un modèle pour toute la sous-région. Dans le sens où, depuis tout petit, on a vu qu'à Fouala, il y a une organisation que les grands-pères ont mise en place qui permet la cohésion et le développement de Fouala. Moi, je suis de Soriba-Doukoua. Au jour d'aujourd'hui, on se sert de ce modèle-là pour pouvoir faire avancer nos villages. Donc, il y a une très bonne organisation à Fouala. Et en tant que fils de Fouala, à travers ma maman, je participe du mieux que je peux à leur association afin de leur donner quelques idées pour qu'on puisse avancer dans le sens du développement. Magnifique. Alors, ce qui est très bien, c'est que la deuxième question, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a l'inondation à Conakry. Oui. De Conakry jusqu'à Koya. Ça nous interpelle. Oui. On peut, évidemment, à travers nos associations villageoises, il vaut mieux aussi parler de tout ça. L'inondation à Conakry, on peut l'éviter. C'est-à-dire qu'il faut voir loin. Nous, on fait confiance au président Mamadi Condé. Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Oui, je comprends. Attention. Nous, on fait confiance, totalement confiance au président Mamadi Doumbouya. Oui. Alors, nous voulons, vous et moi, qu'on voit maintenant comment faire pour éviter que Conakry ne soit englouti sous les eaux. Et je vous le dis ici, sans dramatiser, que les eaux, ce n'est pas seulement en Guinée. Partout dans le monde, les eaux sont en train de sortir de leur lit. Ils peuvent engloutir toute une ville. Donc, nous, si tout va bien, avec vous autres et avec toutes les associations de Guinée, tôt ou tard, Fouala, Cinco, Belekro, et j'en passe, nous aimerions tôt ou tard faire un débat, pas politique, uniquement social, culturel, sur comment faire pour éviter que Conakry soit englouti par les eaux. Tout à fait. Alors, Laetitia, tu poseras quelques questions parce qu'elle aussi, elle connaît la situation. Ça, ce sont des jeunes qui sont nés ici. Alors, docteur, comment on peut faire aujourd'hui pour éviter que Conakry ne soit... Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Hein. Ben oui, tout à fait. Je me suis renseigné d'ailleurs. Voilà. Et comme vous l'avez si bien noté, les inondations urbaines restent un fléau mondial avec des origines multifactorielles. Donc, on sait aujourd'hui, avec la croissance démographique, avec l'urbanisation galopante et anarchique dans les plus grandes villes, avec le dérèglement climatique, et bien, du coup, il y a partout des inondations. Mais il faut savoir gérer la situation. D'abord, il y a le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est la mise en place et le renforcement des infrastructures de drainage. Ça, c'est le rôle de l'État. Et ensuite, faire en sorte que les ordures qui bouchent les différents caniveaux soient ramassées de façon optimale. Et ensuite, il y a une sensibilisation de la population derrière pour éviter que les caniveaux soient des dépotoirs. En Guinée, c'est un grand problème. Donc, il faut d'abord gérer ces problèmes-là en amont et ensuite, la diaspora
peut venir à l'aide à travers les associations, les ONG qui sont sur place. Donc, on peut créer des partenariats entre nous. Surtout actuellement, le bilan est catastrophique en Guinée depuis le 1er juillet. On a appris qu'il y a plus ou moins 6 morts, mais il y a plus de 4000 sinistrés qui concernent plus de 700 ménages. Donc, du coup, à travers les partenariats qu'on va créer avec les ONG, on peut venir en aide aux sinistrés par rapport aux soins de santé. Moi, en tant que médecin, on peut fournir des médicaments aux centres de santé pour les prises en charge dans le cadre de ces pathologies, notamment le choléra ou autre chose. Et ensuite, à travers nos associations, on peut les aider pour les rénovations des bâtiments qui sont complètement détruits. Aja. Naam. Eva menye. Mame. Docteur Bekuma. Bekuma, il m'a fait. Inondation, il Conakry. Puisque toi-même, tu as vécu à Conakry. Voilà. Konyaoudi. Et c'est quand tu non, inondation, mi Conakry. Moi, inondation, comme moi, t'as qu'un ko jibo. Jibe tinya di yere ke. Ado madame na nyina fana. Sa monti mini. Ana ka tene ko tuni. Sauf que moi, ma servi la leçon tirée pour éviter pour cette année. Alors, je disais que l'inondation, ça fait des dégâts et ça est en train de faire encore. Même au jour où je vous parle, il y a 3 jours, la pluie n'arrêtait pas à Conakry. Donc, ça fait des dégâts un peu partout. Des dégâts inestimables. Et le dernier cas de mort que moi j'ai su par le journal parler même de Conakry, c'était le mardi passé. C'était à Koya, dans le quartier Limanea. Il y a eu un bébé et un jeune garçon de 15 ans qui sont morts. Oui. Il y a eu des dégâts, il y a eu beaucoup de blessés. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est d'attirer l'attention réellement des autorités concernées pour mettre en vigueur les lois qui sont votées, qu'ils soient pratiquées. Parce que voter des lois et les mettre dans le couloir, ça ne mène à rien. Si on vote des lois et qu'on ne met pas en application, ça n'a pas de sens. Alors, les raisons primordiales, c'est l'occupation anarchique et illégale. C'est aussi en Guinée, c'est aussi dans la sous-région, c'est aussi dans le monde. Donc, on appelle à l'éveil, la conscientisation des autorités à tous les niveaux, de prendre réellement les décisions nécessaires et strictes. Et qu'on dise aussi aux populations le peu de moyens qu'on met à notre disposition. Si on a mis les fossés à côté des rues, maintenant ces fossés-là, qu'on les utilise comme dépotoirs, alors nous nuisons à notre propre santé. On nuit à notre propre santé parce qu'en fait, les autorités, ils ne sont pas avec nous dans les quartiers comme on le vit plus que eux. Les conséquences, là, nous les vivons plus dures que par rapport aux autorités dont on parle. Mais que les communes prennent leurs dispositions pour déboucher ces canaux-là et qu'on veille à ce que la population même ne se serve pas pour déposer. Que chacun s'abonne à des PME qui existent déjà. Il y a des PME qui s'occupent des ramassages. Mais avec le peu de moyens qu'eux ils demandent pour avoir leur matériel, la population ne veut pas payer ça. Moi, avant que je vienne en France ici, le PME ou la PME, je ne sais pas, voilà, que moi, je me servais pour ramasser les ordures chez moi, c'était à 5 000 francs guinéens. 5 000 francs seulement guinéens en cette période-là, par mois. S'il faut 30 jours, ils viennent au moins 1 fois, 2 fois dans la semaine. Absolument, au moins. 5 000 francs seulement pour te débarrasser de l'ordure. Le citoyen ne veut pas payer ça, ça devient compliqué.
Donc, chacun de nous a sa part de responsabilité Tout à fait. dans les dispositions à prendre. Particulièrement les femmes, parce que nous comptons sur les femmes pour non seulement nettoyer nos villes et nos villages, je suis sûr que les femmes de Fouala vont s'impliquer dans ce combat-là. Maintenant, ça c'est une jeune journaliste qui est née ici. Tu peux poser des questions à ta tante, à ton oncle. Laetitia, qu'est-ce que tu penses de tout ça? À ton frère. À ton frère aussi. Merci beaucoup. Concernant, il y a beaucoup de points qui ont été évoqués là depuis le début de l'interview, notamment le fait que le village de Fouala reste un exemple, tant sur la sous-région, mais même à l'échelle du pays. Donc, la diaspora, quand on parle de la diaspora aujourd'hui, quel est son rôle, comment peut-elle aider? Et aussi par rapport à la société civile en Guinée elle-même, est-ce qu'on fait appel aux acteurs entrepreneurs qui font déjà des choses et qui créent des ponts, justement, des passerelles entre la diaspora et les personnes du pays pour éveiller et ne pas attendre justement que l'État agisse, mais déjà être acteur pour pouvoir pallier à la problématique qu'on vient d'évoquer. Ok. Écoutez, donc je disais, pour le cas des Fouala, nous on a privilégié vraiment le partenariat avec les ONG. Et les ressortissants des Fouala en Guinée ont créé une ONG, ASOPROD, l'Association pour la promotion du développement, dont le président d'ailleurs est un jeune médecin chirurgien, Dr Cissé Karamoko, qui est un levé à moi. Et ensuite, à travers une association que moi j'ai créée en Belgique, les associations en Belgique, on les appelle les ASBL, les associations sans but lucratif. Donc, on a mis ces deux associations-là en partenariat et on a mis en place un projet sanitaire qui consiste à organiser des consultations gratuites. Donc, l'idée à la base, c'est favoriser l'accès aux soins de base à toute la population, notamment toute la sous-préfecture de Fouala, donc la commune rurale de Fouala avec ses districts. Actuellement, c'est plus de 20 000 habitants, c'est énorme. Donc, à travers ce projet, tous les 2 à 3 ans, on va jusqu'à Fouala et en partenariat avec le centre de santé de Fouala, on organise les journées de consultation. Et c'est sur une quinzaine, donc ça peut aller sur 2 semaines. Et les premières journées sont vraiment axées sur la sensibilisation. La sensibilisation par rapport aux maladies transmissibles, notamment le choléra, le paludisme, et ensuite l'hygiène de vie par rapport à certaines pathologies, notamment l'hypertension, le diabète, parce qu'on sait que les gens, ils n'ont vraiment pas les moyens d'avoir accès aux médicaments. Les médicaments coûtent excessivement cher en Guinée, parce qu'il n'y a pas de système de solidarité qu'on appelle la sécurité sociale. Malheureusement, évidemment, c'est ce qui nous permet d'avoir accès aux médicaments en France ou en Belgique. Donc, nous organisons d'abord ces journées de sensibilisation et ensuite ces journées-là sont suivies des journées de consultation individuelle où on privilégie vraiment les personnes fragiles, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants qui viennent avec les pathologies transmissibles et tout. Et ensuite, on s'occupe du reste de la population. Et tout au long de la quinzaine, on a mis en place tout un programme de formation continue pour vraiment permettre à nos infirmiers qui travaillent dans ces centres de santé de prendre en charge le diabète, de prendre en charge l'hypertension, parce que les soins qu'ils donnent à la population sont essentiellement axés sur la vaccination des enfants et sur la prise en charge des femmes enceintes. Les gens qui viennent dans ces dispensaires pour l'hypertension, pour le diabète, ils n'ont aucune compétence pour ça. Et nous avons mis tout un programme en place pour les former dans ces cadres-là, pour permettre de prendre en charge toute la population de Fouala et les environnants. Et ensuite, on donne une formation axée sur le secourisme. Les premiers coups, les premiers secours, c'est vraiment essentiel. Et en cas de malaise, en cas d'infarctus, en cas de malaise cardiaque, comment réanimer quelqu'un, c'est extrêmement important. Et heureusement d'ailleurs, à travers le projet de reprofilage, on a pu dégager complètement la route entre Senko et Fouala. C'est une route de 15 km, mais on mettait 2 heures là-dessus. Et une femme enceinte qu'il faut rapatrier sur Senko, déjà, avec l'état de la route, c'était vraiment un calvaire, toute une catastrophe. Mais avec vraiment les travaux qu'on a effectués, on le fait aujourd'hui dans les 30 minutes. Donc, ce partenariat
permet vraiment à la population d'avoir accès à la fois aux soins de santé et de réduire la pauvreté. Docteur, ça tombe bien. La tradition a de bons côtés. La tradition aussi, parfois, a de mauvais côtés. Nous, on se sert de nos traditions pour pouvoir aller de l'avant. Parce que le bon côté de nos traditions, on m'a appris à ne pas boire, à ne pas fumer, dès que depuis mon jeune âge, à être rigoureux et souvent, comme on disait, à faire en sorte que le sens du patriotisme ne me quitte jamais. Ça ne m'a jamais quitté. Alors, les traditions aujourd'hui en Afrique ont tendance à disparaître. Par exemple, les gens disent qu'il faut arrêter la polygamie. Ils ont raison. Docteur, ils ont parfaitement raison. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont raison. Non. De mon temps, mon propre père a eu 4 épouses. Il a eu beaucoup d'enfants. Comme le mien aussi. Comme le vôtre. Le mien aussi. Et en plus, à cette époque-là, il n'y avait pas de tracteur pour cultiver la terre. C'est ça. Et mon père avait ce que j'appelle beaucoup d'humour. Il disait, celui qui ne travaille pas à l'école, il va aller au champ. C'est ça. Et celui qui travaille à l'école, il ne va pas au champ. Alors, ceux qui ne voulaient pas aller au champ, travaillaient bien. Pour éviter les travaux champêtres. Donc, ce que je voulais savoir, supprimer la polygamie, est-ce qu'il en est question et dans quelles conditions il faut le faire? 1. 2. Oui, il faut supprimer, mais dans quelles conditions aussi? Est-ce qu'il y a la relève? C'est-à-dire que si quelqu'un qui avait 2 femmes pour faire les travaux champêtres n'a plus qu'une épouse pour faire les travaux champêtres, est-ce qu'il est aidé soit par le village, les associations villageoises, soit par l'État? La question, je la pose à tout le monde. Ensuite, l'excision. Ici, on en fait, alors là, des tonnes avec ça. Partout, l'excision. Ici, en Europe, on ne parle que de ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les Européennes ont raison d'en faire tout un cinéma, tout le temps, l'excision, ou est-ce que vraiment il faut leur expliquer que c'était une tradition et qu'on est en train d'arrêter tout ça? C'est ça le machin de ce type de rencontre, de débat. Oui, tout à fait. C'est vraiment un débat sociétal et voilà, qui nous dépasse probablement d'ailleurs. Mais il faut, moi je dirais, se conformer à la culture de chaque pays et tenir compte des réalités du pays. Comme vous l'avez si bien dit, nos parents, mon papa était marié à 4 femmes. On avait besoin des bras pour pouvoir aller au champ, pour travailler. Et la seule façon de le faire, c'était se marier, avoir beaucoup d'enfants, pour pouvoir nourrir toute la famille. Et à nous de réfléchir. Actuellement, moi, je suis marié à une seule femme, évidemment, parce qu'avec une seule femme, je sais que je n'ai pas besoin de beaucoup de bras pour subvenir à mes besoins. Donc, je suis médecin et ça me convient parfaitement. Et voilà, ça, c'est ma réalité. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je me conforme à ma réalité. Et voilà, il y en a d'autres probablement. Il y a mon frère qui vient intervenir. Je vois qu'il est bouillant par rapport à la question. Non, parce que si je peux me permettre, on ne peut pas réduire la polygamie à une question de bras. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc, ce n'est pas question de bras. Peut-être à l'époque, c'est ce qu'on mettait en avant, mais il y a d'autres raisons dans la vie de couple qui font que nos papas étaient polygames. Nos papas sont polygames. Ce n'est pas que pour des bras. Sinon, les gens qui sont dans les capitales, ils ne font pas de champs. Mais pourquoi ils ont des 2 ou 3 femmes dans les capitales? Donc, je pense que c'est des réalités de vie de couple qui amènent certaines personnes à aller vers la polygamie. Parce que chez nous, souvent, dans nos traditions, on dit qu'il n'y a pas de divorce. Donc, s'il y a un problème dans le couple, on préfère garder la femme parce qu'on a eu des enfants avec elle, pour la stabilité des enfants. Et derrière, on prend une autre pour résoudre d'autres problèmes qu'on n'expose pas. Donc, réduire la polygamie à une question de bras, c'est un peu facile, entre guillemets. C'est ce que je voulais ajouter. C'est juste une raison, c'est pas la seule. Une raison d'alors. D'alors, qui n'est pas d'actualité. Même d'alors, je pense que c'est ce qu'on mettait avant. Oui, mais c'était vrai aussi. Oui, c'était vrai, mais bon.
Ouais. Enfin, pour pouvoir appuyer, parce Ouais. que justement, on parle des Ah traditions ben et oui. on parle d'alors, mais on est quand même aujourd'hui, on l'observe, un changement de réalité, De réalité. un changement de cycle. On Mm. rentre dans une nouvelle ère, comme on l'entend beaucoup. Mhm. Donc justement, ces traditions-là, est-ce qu'il est quand même pas aussi important de la part de nos doyens de faire aussi le parallèle entre la réalité qu'eux ont connue et la réalité que nous, on observe, afin justement de garder la bonne substance de nos Bien traditions et de sûr. nos transmissions Mm, et d'éviter justement de diluer les messages, Tout à fait. qui fait qu'aujourd'hui, pour les générations un peu plus jeunes, dont moi, hein, aussi quand on est de la diaspora, Mhm. on est un peu perdu entre les causes qui vont être prises par des contingents externes Mhm. et la façon dont nos parents ou nos anciens voyaient les choses par rapport à leur époque, mais qui au final ne répond absolument pas à la réalité qu'on observe aujourd'hui. Tout à fait. Donc même pour la polygamie, peut-être qu'à une certaine époque c'était important, mais avec les réalités qu'on a là, est-ce réellement toujours les bonnes traditions? Parce qu'il faut qu'on parlait du bien-être des enfants, il faut voir aussi que ça n'a pas forcément aidé tout le monde. Donc c'est ça, c'est ce changement de paradigme qu'on est en train de vivre à l'échelle internationale, Mm. qui met quand même l'Afrique au cœur de beaucoup de choses. Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de se réunir pour nous transmettre nos valeurs telles qu'elles étaient dans la base, mais et nous expliquer comment les vivre dans la réalité D'aujourd'hui. d'aujourd'hui, Mm. et afin de préparer le futur. J'ajoute deux choses. La polygamie, elle peut disparaître dès que les filles seront scolarisées. C'est très important. C'est-à-dire que les femmes jusqu'ici n'avaient pas droit au travail pour pouvoir s'assumer. C'est très important que beaucoup de femmes, à l'époque, avec un seul époux, ces femmes ne travaillaient pas du tout. C'est-à-dire qu'elles allaient uniquement au champ, Mhm. un point, un trait, elles faisaient des enfants, un point, un trait. Ce qui est bien, honorable, puisque nous en sommes sortis. Maintenant, il y a ce que j'appelle l'éducation. L'éducation, c'est Mhm. d'aller à l'école. L'éducation, c'est de former des infirmières. L'éducation, c'est de former des enseignants. L'éducation, c'est de faire en sorte que ces jeunes filles puissent aller au-delà même de ce que j'appelle l'entendement. Parce que dans certaines régions, on dit, voilà, quand tu mets une fille à l'école, c'est pas bon, pas ceci, c'est ça. Donc la tradition, il faut casser ça. Les femmes, comme les hommes, ont le droit d'aller à l'école, d'avoir une très bonne formation. Quand beaucoup de femmes pourront s'assumer financièrement, pourront travailler, c'est pas la peine donc d'avoir 3-4 femmes, mon cher jeune frère. Maintenant, jeune frère, Je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. même si vous dites, même avec tout ça, il faut qu'on ait 2-3 femmes, je dis non, il faut libérer les femmes. Non, il faut les libérer. Sans pas enchaîner. Bon. Et c'est dans ce sens-là, je suis totalement d'accord avec votre point de vue. Ouais. C'est dans ce sens qu'il faut aller graduellement vers la fin de la polygamie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Avant de passer la parole à la reine-mère. Ok, c'est bien compris, mais ce que je voulais ajouter sur ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles ou les jeunes femmes ont accès à la formation, ont accès à l'enseignement. Peut-être dans des villages reculés, ils ont encore quelques difficultés. Pour les tâches ménagères, on a besoin de nos sœurs à la maison pour aider les mamans. Mais sinon, dans la généralité, l'accès à l'enseignement aujourd'hui est accessible à tous. Et comme j'ai dit tantôt, par rapport à la polygamie, je pense que ça ne se réduit pas au fait que est-ce que la personne est intellectuelle, elle a fait des études ou au jour d'aujourd'hui, il y a des cadres, des hauts cadres qui vivent dans des familles polygames, qui viennent en tant que deuxième femme ou troisième femme, malgré leur formation, malgré leur diplôme. Oui. Tout à fait. Donc, je pense que c'est culturel C'est effectif. et c'est religieux. Et je pense que pour la plupart de nos communautés, on est plutôt préparé à ce mode de vie. Au jour d'aujourd'hui, la jeune génération, surtout en Europe ici, la diaspora, se bat contre ça. Mais même en France ici, quand je vous dis qu'il y a des familles polygames ici, vous ne pouvez pas croire. Il y en a. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de nos sœurs qui ont envie de vivre en couple et ils n'ont pas de mari.
Allah. Et ils acceptent, et ils Non, acceptent, il y en a plein. et ils acceptent d'être seconde épouse. Oui. En France, ici. Ouais. Non, il n'y a Donc pas c'est une que- réalité. En fait, il n'y a pas de modèle, entre guillemets, Voilà. idéal par rapport à ça. Euh, Il faut prendre cas par cas et en fonction des cas, on voit Les qu'est-ce avantages et voilà, les qu'est-ce qui est possible, inconvénients. qu'est-ce qui n'est pas possible. Ouais, tout Mais on à ne peut fait. pas généraliser. Ouais. La reine mère. Ouais. oui, j'enchaîne dans le même cadre que mon fils. L'affaire de polygamie, on ne peut pas le généraliser. Comme il l'a dit, on le prend cas par cas. En Afrique, l'esprit des femmes est préparé à ça. En Afrique, généralement, l'esprit des femmes est préparé à ça, à la polygamie, parce que généralement, on est tous issus de familles polygames. On est né dans ça, on est grandi dedans. 3 femmes, 4 femmes, pour nos papas, c'était le quotidien de tous les anciens à cette époque-là. Et même nos aînés, les frères qui ont suivi directement aussi, beaucoup ont imité les pas au papa. Bon, actuellement, la lutte, c'est contre la polygamie pour les femmes. Que ce soit en Occident ou en Afrique, toutes les jeunes dames luttent contre la polygamie. Sauf celles qui ont mis du temps sans être nécessitées par quelqu'un. Parce que toi, tu vas dire, je veux pas. Parce que tu as eu la chance d'être épousée à la fleur de l'âge. Hein? Mais celle qui est restée 35 ans, 40 ans, sans mari, elle, est-ce qu'elle va dire à un homme qui a une femme qui demande ça, mais va dire non? Non, il ne va pas dire non. Parce que son souhait ardent actuel, c'est d'être en couple. Que ce soit une première, qu'elle soit première épouse ou deuxième épouse, l'essentiel pour elle, c'est d'être en couple. Je comprends. Voilà. Docteur, C'est un cas parmi d'autres. pour l'excision, Tout à parce fait. qu'il vaut mieux poser la question à Ah un ben médecin. oui. Docteur, qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que en Europe, ça ne parle que de ça. Ah oui. Camarade, qu'est-ce que tu penses de l'excision? Je dis, écoutez, ça dépendra à la fois de nos autorités politiques et surtout nos médecins. Ce sont les médecins qui doivent apporter les bonnes réponses. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez Non, des problèmes de l'excision? nous sommes confrontés franchement à cette situation à cause de la forte immigration actuellement. En tant que médecin, j'ai reçu beaucoup de patientes qui ont subi ce qu'on appelle d'ailleurs une mutilation sexuelle, en quelque sorte. Parce que quand on parle d'excision, il y a différents types, sans rentrer dans les détails. Il y a des excisions qui vont jusqu'à une mutilation complète. Mutilation complète, ils font en sorte que les femmes sont incapables d'avoir des rapports sexuels avec leurs maris. Il y a des situations comme ça qu'on a connues dans certaines régions de la Guinée, notamment en Haute-Guinée, et ce n'est pas seulement en Guinée. Donc au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et dans la plupart des pays africains, même en Éthiopie, ailleurs. Et quand on reçoit ces patientes-là dans ces conditions, c'est horrible. Et parfois, on est obligé d'intervenir de façon chirurgicale. Ne serait-ce que les simples menstruations, les règles naturelles, elles sont capables de les effectuer normalement parce que tout est fermé. Et il y a des mutilations qu'on qualifie de type 1, qui sont très partielles, où on ne s'attaque à une partie du clitoris, dont je ne vais pas rentrer dans les détails anatomiques et tout, qui reste superficielle et qui ne cause pas beaucoup de dégâts. Et jusqu'au niveau du type 4, où il y a une mutilation complète. Pratiquement rien. Horrible, tout à fait horrible. Et alors, donc, ça pose vraiment un réel problème et une question fondamentale. Parce que les explications qu'il donne par rapport à cette situation est à la fois une explication religieuse. Et quand on a été voir les religieux par rapport à ça, nos imams, ils nous disent qu'il n'y a aucune sourate dans le Coran qui le notifie clairement. Donc, je suis d'accord que c'est une tradition, mais cette tradition
cause des dégâts à nos mamans, cause des dégâts à nos enfants, à nos filles. Donc, il faut revoir certains aspects négatifs de la tradition. Je ne suis pas contre les traditions. Parce que dans leur couple, c'est une vie de couple très, très difficile. C'est parfois des femmes qui refusent complètement des rapports sexuels avec les maris. Parce qu'elles en souffrent. Ça s'appelle la dysparénie. Elles sont incapables. Il n'y a pas de libido, d'abord, pas d'envie. Et ensuite, quand elles ont des rapports sexuels, elles en souffrent. Ça s'appelle des dysparénies, le terme médical. De sorte qu'elles évitent les rapports sexuels. Et ça crée des problèmes de couple. Et si on en arrive jusque-là, donc ça veut dire qu'il faut aller voir cette tradition. Et il n'y a pas d'explication valable derrière qui justifie jusqu'à aller à ce niveau-là. Docteur, vous êtes un pédagogue. Et c'est très bien expliqué. Ce qui veut dire que les excisions, vous savez, qui ont le couteau facile, c'est à elles déjà qu'il faut effectivement apprendre à respecter les femmes et éventuellement à savoir d'abord non seulement aller graduellement vers la fin de l'excision, mais limiter les dégâts. C'est très important ce que vous dites là. Maintenant, nous allons enchanter, disons, aller vers ce que j'appelle un débat beaucoup plus apaisé. Le débat apaisé, c'est comment faire pour que nos jeunes filles, nos jeunes garçons fuient nos pays. Quand je vois que ce soit du Cameroun, du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Nigeria, des jeunes gens qui fuient nos pays pour venir en Europe. Donc ce que je dis là est très grave. Ben oui. Ils viennent en Europe, non pas parce que l'Europe va leur donner tout, mais ils viennent parce qu'ils disent qu'il n'y a plus de moyens d'exister dans nos pays. Alors comment ensemble, nous, mouvement associatif, comment nous pouvons contribuer à d'abord expliquer que l'enfer c'est pas au Nigeria, l'enfer c'est pas en Guinée, l'enfer c'est pas au Cameroun, et que par conséquent il nous faut contribuer à créer des conditions pour que nos jeunes enfants s'épanouissent dans nos pays et restent dans nos pays pour plusieurs raisons. Et il faut bien expliquer. Tous ces jeunes s'en vont, c'est comme si on perdait nos bras et nos cerveaux, et donc notre avenir. Comment nous pouvons continuer à faire en sorte que ces jeunes gens restent dans nos pays et s'épanouissent aussi et contribuent effectivement à l'essor économique. Vous voulez répondre, Allez-y, monsieur. Je vais essayer de... Je pense qu'il a des idées quand même. Bon, je vais essayer. Je pense que le premier fautif, c'est nous, les diasporas. Parce que quand on arrive ici, même si on n'est pas dans de bonnes situations, on fait croire qu'on vit dans le luxe, qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on est bien. Et donc, on donne envie à nos frères et sœurs qui sont restés à immigrer vers ici. Donc, le premier point pour moi, c'est ça. Et le second point, c'est qu'il faut faire la sensibilisation. Parce qu'il y a le mythe de l'Europe. On pense que dès qu'on arrive en Europe, c'est la belle vie. Moi, au jour d'aujourd'hui, quand je passe par le 18e et que je vois nos frères qui ont traversé la Méditerranée pour arriver ici, pour finir drogués, dormant sous les ponts, est-ce que ça en vaut la peine? Je ne pense pas. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que nos États ne prennent pas en compte ce problème-là comme il le faut. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire et que les États doivent prendre ça vraiment comme un problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, je pense quand même qu'il y a des structures pour avoir une bonne formation. C'est vrai que nos pays ne sont pas industrialisés. Il y a encore des efforts à faire dans ce sens-là. Mais je pense qu'en tant que jeunes aussi, et avec la mondialisation, il y a des outils qui nous permettent d'être auto-entrepreneurs, de mettre des choses en place. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'appât du gain qui fait que on trouve que, bon, on peut vivre avec ce qu'on a là-bas, en mettant quelques trucs en place. Pas tout le monde, mais la majorité. Mais comme on veut avoir des belles visas, des belles voitures, on pense qu'en arrivant en Europe, c'est beaucoup plus rapide. Et malheureusement, les chaussures marquent. Voilà. Donc au final, ces choses-là font que finalement, on n'a pas cette lucidité-là
de se rendre compte qu'on a des choses en place qui peuvent nous aider à progresser au fur et à mesure. Laetitia, en tant que jeune fille, Oui, évidemment. en Europe. Non, je suis d'accord avec ce point. Après, moi, je suis d'accord avec le côté de sensibilisation. On est quand même à l'ère du digital aujourd'hui, où on peut transmettre l'information de manière très différente. On sait aussi que nos frères et sœurs sur le continent reçoivent l'information de manière aussi simultanée que nous. Donc, c'est après s'organiser un peu à l'instar de ce que vous faites avec les ONG. Avec les Je pense que c'est ONG, simplement de savoir comment communiquer les informations, comment les transiger. Et puis, c'est surtout de valoriser nos frères au pays. C'est de faire comprendre que leurs études, elles sont tout aussi valables que les nôtres. Mais après, c'est de savoir comment créer encore ces ponts. Voilà. Et la question, c'est souvent aussi les financements. Parce qu'il y a la technologie, c'est le transfert de cette technologie. Et ça, on n'en parle pas assez ou souvent, où on a quand même l'IA qui commence à prendre beaucoup. Et c'est à nous de savoir utiliser ces technologies-là pour que nos données, à travers nos informations, ils soient aussi présentées. Tout à fait. Donc voilà, sur ça, les Ben, entrepreneurs. Bien c'est sûr, bien pareil. sûr. J'ajoute qu'il faut expliquer aux jeunes Africains que quand ils viennent ici, ils ne seront pas tous Mbappé. Il faut bien l'expliquer. Quand je vais à Dakar, quand je vais à Abidjan, quand je vais à Lagos, je leur explique. Mbappé a eu la chance d'être un excellent footballeur parce qu'il a été soutenu. C'est ça. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tous ces jeunes gens qui viennent. Oui. Ensuite, il faut bien expliquer aussi que tout ce qui se passe dans les médias, on présente le côté bling-bling, le côté tout est facile, et de l'argent facile. Et j'ai dit, il y a même un qui m'a dit, ici un jour, il me dit, moi, je rentrerai au pays quand je vais gagner le gros lot du loto. C'est ça. Quoi. Alors je lui ai dit, non, tu vas jouer, non, tu joues pour rien. Il y a des milliards de gens qui jouent comme toi. Et toi, la probabilité. Donc l'argent facile, ça n'existe pas. Et il ne faut pas croire en tout ce qu'on vous dit. Et ça influence les jeunes Africains. Ils pensent que dès qu'ils vont arriver, ils vont venir Omar Sy, la vedette, le cinéma. Non, c'est pas facile, honnêtement. Donc, il faut absolument que chacun de nous, modestement, mais sérieusement, explique à nos jeunes gens qu'on peut parfaitement réussir à Fouala. Et même devenir une vedette de Fouala. Mais c'est important. Nous, quand on était jeunes, on faisait du football pieds nus, ma soeur. Mais on ne cherchait pas l'argent, on tapait dans le ballon, on disait lancez les camarades. Et même on m'appelait Bellecross Joe. C'est ça. Le gris-gris. Parce que je tapais bien. Non, ce que je vous dis là, j'étais très fier. Ce n'était pas une question d'argent. Le fait qu'à Fouala, des jeunes gens comme vous autres disent nous restons à Fouala, nous construisons Fouala. Et vous allez là-bas pour leur dire, écoutez, nous sommes là pour vous soutenir. Et c'est pourquoi quand on sera d'abord à Conakry, quand on fera des débats, si on peut même aller à Bellecroix et à Fouala pour expliquer les choses comme ça se doit. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous dis que c'est une émission pour toutes les associations, féminines, masculines, toutes les associations qui vont faire avancer notre pays, la Guinée-Conakry. Parce que la Guinée-Conakry a toutes les ressources. Bon, Simandou, tout ça, c'est de la richesse. Oui, c'est ça. Le diamant, c'est la Guinée. Ouais. Non, c'est un pays qui est très riche. Très riche. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de dire à nos autorités de faire tout pour que tout cela soit bien géré. Tout à fait. Et là, les Condés, je le dis parce que un Condé est sur cette table. Je pense que les Condés ont beaucoup fait. Les Condés, Là, c'est le tour des Doumbouya, des Kourouma. Non, nous faisons confiance au Kourouma. D'accord. Pour le moment, ils ont commencé. Les Condés ont mis, bien commencé. on a mis les fondations quand même. On a mis les fondations. Les Condés ont beaucoup fait. Non, les Condés ont beaucoup fait, mais ils n'ont pas fait suffisamment pour qu'ils ne soient pas renversés. Et ils n'ont pas voulu céder le pouvoir. Mais non. Le troisième mandat. Le troisième On ne rentre mandat, pas dans la politique, mais voilà. Ça, je pense Ça, c'est une autre match. ça, c'est un autre débat. Mais sinon, je pense que l'état dans lequel on a trouvé la Guinée et où on l'a laissé, je pense que le bilan est positif. Et c'est Doumbouya qui est là aujourd'hui, c'est nous qui l'avons emmené. Donc c'est grâce à nous aussi. C'est un autre débat. C'est un autre débat. En tout cas, nous sommes
sommes très contents d'avoir passé un très bon moment. Alhamdulillah. Nous attendons la suite de cet événement. J'espère que ça va être diffusé rapidement et que Fouala va vous voir vous-même parler de Fouala. Eh bien, honnêtement, nous sommes très honorés de vous avoir reçus. Et on est prêt à parler de la région. Totalement. De Senko, de Missadou, de Belekoro, de Doukourela, de Beila, voilà, de Nyosomoridou, voilà, de Bakedougou, et Diaragberela, de Diaragberela, de Tchawa, il ne faut pas l'oublier. Nos alliés. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.